Bonjour à tous, content de vous revoir. Aujourd'hui, je veux parler de l'obélisque qui se trouve à la place de la Concorde, qui était un cadeau offert des Égyptiens au roi de la France. Donc, ce n'est pas un cadeau que Napoléon a reçu ou Napoléon qui a amené ça de l'Égypte à la France. C'est vraiment un cadeau reçu pour le roi de la France qui était Charles X à cette époque-là. Alors, le personnage emblématique qui a donné ou qui a offert le cadeau à la France n'était pas égyptien, c'est Mehmet Ali. Mehmet Ali qui faisait partie de l'Empire ottoman, qui était macédonien, qui ne parlait ni arabe et qui ne pouvait ni écrire l'arabe, a donné ça comme cadeau pour la simple raison parce que la France et l'Angleterre dans le 19e siècle étaient des grandes puissances. Il faut savoir que la France a récupéré l'obélisque de Luxor, les Anglais ont récupéré celui-là de Karnak, mais celui-là à Karnak était intransportable, donc du coup ils se sont fait un tout petit peu arnaquer et les Français ont toujours trouvé ça très drôle. Dès qu'on peut un peu embêter les Anglais, vous connaissez les Français à cette époque-là, ils étaient toujours très contents. Alors, il faut savoir que c'est un obélisque qui fait 22 mètres d'auteur et qui pèse 230 tonnes. Donc, il fallait construire un navire qui allait naviguer sur la Méditerranée, la Seine et le Nil. Alors, c'est parti. Comment tout a commencé? C'est l'idée, bien sûr, de Jean-François Champollion qui avait, bien sûr, déchiffré les hiéroglyphes sur la pierre des Rosettes. Donc dans le 19e siècle, il faut savoir qu'en France, les choses sont un tout petit peu compliquées parce qu'au 18e siècle, on a eu la Révolution française. Une fois que la Révolution française a été finie, on a eu la Restauration. La Restauration qui veut dire on va être de nouveau sous une monarchie. Qui sera le roi à cette époque-là sera Louis XVIII après la chute de Waterloo de Napoléon. Après Louis XVIII, vous allez avoir Charles X qui est un autre roi. Et après Charles X, vous allez avoir Louis-Philippe, un roi assez mystérieux. Et c'est grâce à lui que l'obélisque va en fait venir à Paris. L'idée vient de Charles X. Il faut savoir que Charles X était vraiment fasciné de l'Égypte. Vous pouvez le voir parce que si vous allez au Louvre, vous allez voir une collection des chambres de Charles X et vous allez voir le nombre d'objets que Charles X a ramenés de l'Égypte est vraiment incroyable. Alors même Charles X a reçu un cadeau de l'Égypte, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une girafe, mais elle n'a pas vécu très longtemps. Elle a pas vécu très longtemps. Donc du coup, c'était pas le meilleur cadeau qu'on pouvait nous offrir parce que bien sûr une girafe ne peut pas vivre à Paris. Donc c'est parti, Jean-Baptiste Apollinaire va donc avoir l'idée de construire un radeau qui va partir de Toulon jusqu'en Alexandrie. On va mettre 18 jours pour arriver en Alexandrie. Une fois arrivé à Alexandrie, le personnage, donc le consul général de Luxor, n'est pas là. Il est au Caire, donc il faut attendre 15 jours. Pendant ces 15 jours, les matelots, bien sûr, s'ennuient, donc ils vont s'amuser un peu dans les bars, un peu de prostitution. Ils n'avaient jamais vu une ville aussi éclatante de leur vie, donc ils vont en profiter. Après, le consul général va revenir. Vers la fin de juillet, donc le 29 juillet, on va arriver devant les temples de Luxor. Et là, on découvre ce temple extraordinaire avec ces deux aiguilles qui sont bien sûr les obélisques. Jean-François Champollion, donc celui-là qui avait traduit les hiéroglyphes en français, va dire à Jean-Baptiste d'Apollinaire qu'il faut prendre celle de droite parce qu'il y en avait deux. Il y en avait une qui était un peu qui était détruite et il y avait celle de droite qui était complètement dans un bon état. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait une petite fissure quand même à l'intérieur. Il fallait prendre celle qui est occidentale. On ne peut pas la couper en deux parce que couper en deux, ce serait un sacrilège. Un monolithe avec un monolithe, une fois que vous la coupez en deux, n'a plus du tout la même représentation que quand vous la gardez en une seule pièce. Et donc du coup, on va décider de la faire descendre. Les Français, ils étaient 120 matelots, 120 personnages. C'était pas du tout assez pour faire descendre ce truc-là. Donc on a demandé un peu de main d'œuvre à les Égyptiens. On décide de pousser l'obélisque jusqu'à le radeau. Alors là, il se passe quelque chose d'assez sensationnel. On met pour 400 mètres 4 mois. Donc de l'amener du temple de Luxor jusqu'au radeau. 4 mois, on la pousse, on la tire. Et là, grand problème, une fois qu'il est arrivé sur le radeau,
il n'y a plus d'eau dans la Nil, donc il faut attendre la crue. Et donc on attend jusqu'à août. Grand problème, entre décembre et août, il y a une maladie, il y a une épidémie qui va se propager. C'est la dysentre, donc plusieurs personnes vont mourir, il y en aura 12 morts. Les 12 morts qui sont français, les Égyptiens bien sûr on ne les a pas comptés. Et donc une fois fin août, on peut repartir, on commence à avancer. Le navire, plein de problèmes, parce que le navire qui fait 9 mètres de large et 43 mètres de long, qui est quasi pas du tout fait pour le Nil, mais était plutôt fait pour la Seine, se prend un banc de sable, il faut le repousser, se reprend un autre banc de sable, et rester coincé à la ville de la Rosette, où on a découvert la pierre de la Rosette, où on a traduit les hiéroglyphes en grec et de grec en français. Et donc là, elle reste coincée. Et finalement, ils partent fin août et ils vont arriver vers fin décembre en Alexandrie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, de Toulon jusqu'en Alexandrie, on a mis 17 jours. De Luxor en Alexandrie, on a mis 3 mois. Scandale. Vous pouvez vous imaginer comment ça a duré et comment ça a été compliqué. Une fois arrivé en Alexandrie, on doit trouver un navire qui va transporter. Donc on va faire un bateau à vapeur qui va tirer le radeau jusqu'à Toulon. Donc on attend de nouveau avril, donc de fin décembre à avril. On a encore perdu 4 mois. Une fois plus tard, c'est arrivé à Toulon. De Toulon, on va l'amener à Cherbourg. À Cherbourg, on va l'amener à Le Havre. On va changer le petit bateau à vapeur. Et c'est là où Louis-Philippe va bien sûr féliciter les matelots et toutes les personnes qui ont travaillé à faire descendre l'obélisque et de l'amener de l'Égypte jusqu'en France. Et là, encore une fois, à Le Havre, il faut encore patienter 3 mois parce qu'il faut entendre la crue de la Seine. Juste pour vous dire, du début de l'expédition jusqu'à Le Havre, on est déjà à 2 ans et 9 mois. Vous voyez la complexité de ce monument. Une fois arrivé à Paris, on aurait cru que tous les Parisiens vont attendre, vont acclamer l'obélisque. Malheureusement, l'obélisque est émailloté dans un grand coffre de bois. Je vous ai dit qu'il y avait une fissure, donc il fallait faire très attention. C'est des chevaux qui vont tirer en fait le radeau. Et une fois arrivé à Paris, grand problème, où va-t-on mettre l'obélisque? Alors Jean-François Champollion voulait le mettre devant le Louvre ou devant la Madeleine, mais le problème c'est qu'il est décédé. Alors Louis-Philippe, il a une idée grandiose, il veut la mettre devant la place de la Concorde. Et alors son acte est très politique, je m'exprime. Tout simplement, pourquoi là? Il faut savoir que Louis-Philippe est le dernier roi des Français. Pas le dernier roi de la France, parce qu'il n'a pas fait le sacre à Reims. Donc Charles X est le dernier qui a fait un sacre à Reims. Louis-Philippe est un roi monarchiste constitutionnel complètement libéral avec les idées de Rousseau. Et donc du coup, il dit, je veux la mettre sur la place de la Concorde. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé sur la place de la Concorde. On a versé beaucoup de sang. Et pas un peu de sang, je vous dis beaucoup de sang. La reine, le roi, le 21 janvier et le 21 octobre ont été guillotinés en 1793 sous la Terreur. Donc c'était un lieu très 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 emblématique. Et pourquoi mettre un obélisque? Tout simplement, si vous mettez une colonne de la liberté, imaginez comme vous avez mis à la Bastille, qui va pas être content? La monarchie. Et comme je vous ai dit qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées au 19e siècle, si vous mettez une statue de Louis XVI, la République, elle va pas être contente, toutes les républicains. Donc pour mettre quelque chose de neutre, que personne connaît, parce qu'on ne connaît pas très bien l'Égypte, on met un phallus géant en plein milieu de Paris. Alors Louis-Philippe, il va s'y prendre à une façon très malin, il va faire soi-disant un sondage, bien sûr il n'a pas laissé le choix et finalement, ça sera à la place de la Concorde, le lieu où le roi et la reine a été guillotinés. Juste pour vous dire, le père de Louis-Philippe
et Philippe égalité. C'est celui-là qui a voté la mort du roi, qui était le maître des francs-maçons, et donc je crois que Louis-Philippe s'y connaissait très bien dans la mythologie égyptienne. Bon, ça, bien sûr, c'est une opinion de moi-même. Je continue donc l'histoire, parce que l'histoire n'est toujours pas finie. Une fois arrivé à Paris, il y a un problème. Le socle est complètement cassé, donc il faut faire un nouveau socle. Alors il y a deux théories. Ou bien le socle était complètement détruit et on devait remettre un nouveau socle, ou bien sur le socle, il y avait quelque chose qui était assez remarquable. C'était des babouins nus, en érection, qu'ils adoraient, qu'ils étaient en adoration du soleil. Il faut savoir que quand même un obélisque est un culte solaire, parce que quand vous allez tout à fait en haut sur l'obélisque, vous pouvez même voir le pharaon Ramsès II qui donne une offrande à Amon-Ré. C'est vraiment un culte solaire, et en plus que ça, quand le soleil frappe sur l'obélisque, vous pouvez voir l'heure qu'il est actuelle. Avec l'ombre, vous pouvez voir l'heure qu'il est. Donc du coup, sur le socle, on voit des singes nus. Et la monarchie est quand même assez catholique. On ne peut pas dire que Louis-Philippe était celui-là qui avait beaucoup de conquêtes et beaucoup de maîtresses. Donc du coup, il était libéral, donc il voulait dans les pas des Américains. Vous savez, les Américains, c'est toujours le beau président avec une femme et quelques enfants. C'est exactement l'idée que Louis-Philippe avait. C'était pas du tout la même idéologie que Louis XIV. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va donc prendre le socle. Le socle se retrouve toujours bien sûr dans les salles de Charles X au Louvre. Vous pouvez toujours voir le babouin en érection si vous êtes intéressé dans des babouins en érection qui adorent le soleil. Et donc du coup on doit chercher du granit en Bretagne, du granit rose, parce que ça c'est ça qui va ensemble avec l'obélisque. On va encore perdre du temps, on va chercher le granit, on va revenir et donc on va mettre le socle. On repère du temps. Deuxième chose, maintenant il faut la lever. Alors là, je peux vous dire, c'était pas simple du tout. Je ne sais pas si vous avez vu les ponts de Paris, je ne sais pas si vous connaissez la ville de Paris, mais la ville de Paris, un radeau avec un obélisque de 22 mètres qui fait 230 tonnes, honnêtement, je crois que c'était pas simple du tout. On commence toutes les manœuvres, et une fois le jour avant qu'on va monter l'obélisque, il y a une machine à levage qui est tombée sur un employé, donc déjà on a un mort. Louis-Philippe en panique parce que le jour d'après, 200 000, oui, 2 fois le stade et demi de Stade de France, 2 fois et demi le Stade de France, et sur la place de la Concorde, 200 000 personnes pour voir comment va-t-on lever l'obélisque. Donc Louis-Philippe, bien sûr, qui se cache dans l'hôtel de la Marine, il est caché, il regarde comment les choses se déroulent, parce que si ça tombe, c'est la catastrophe. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez que Louis XVI et Marie-Antoinette, quand ils sont mariés sur le même lieu, il y avait beaucoup de vent ce jour-là. L'artifice est tombé sur un des échafaudages, il y a eu une panique et il y a eu 150 décès. Donc on ne veut pas reproduire ce qui s'est déjà passé. Et vous connaissez le karma, surtout à Paris. Donc on commence à monter la chose. Après 3 h 30, la chose est montée. Jean-Baptiste Apollinaire est en dessous de l'obélisque, carrément en dessous. Donc on pousse la chose, donc la chose monte comme ça. Et Apollinaire se trouve juste là pour montrer au peuple qu'il peut faire confiance à Jean-Baptiste Apollinaire qui a calculé tout le programme. Une fois monté, tout se passe comme il faut. On va hisser le drapeau de la France au-dessus de l'obélisque. On va jouer Mozart avec la pièce Les Mystères d'Isis, comme par hasard. Parce que n'oubliez pas que l'obélisque est un phallus géant qui représente la résurrection. Pour plus de détails sur l'obélisque et la mythologie de l'obélisque, je ferai une vidéo, ça sera la prochaine vidéo, sur la mythologie, sur Osiris, Isis, Seth et Horus. Je vous expliquerai en détail que ce que vous voyez à la place de la Concorde est un phallus géant qui représente la résurrection. Et comment vénérer mieux le soleil en faisant des résurrections qui étaient assez grands, eh ben, on a coupé la tête de Louis XVI et Marie-Antoinette sur ce lieu qui est très emblématique.
Autour de l'obélisque, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 8 statues équestres, donc des statues géants avec la représentation de Cybèle. Qui est Cybèle? Cybèle est la représentation de la déesse des mers des dieux et la première matière. Et pour féconder la première matière, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut du sang. Et quel était ce sang? Ben, tous les gens qui vénéraient la monarchie, qui ne faisaient pas partie de la République. Et pour cela, je crois qu'on a fait en fait au tout milieu de cette place géante, on a mis l'obélisque. Alors, il y a des autres choses et des autres anecdotes à raconter. Si vous allez derrière l'obélisque, vous avez les jardins des Tuileries. Et derrière les jardins des Tuileries, vous avez le Louvre. Et qu'est-ce qu'est le Louvre? Le Louvre est la dernière demeure de Louis XVI et où ce que la monarchie a vécu. Et donc, du coup, le soleil se lève à l'ouest. Le soleil se lève où il y a le Louvre, parce que vous avez un axe historique qui commence de Louis XIV, qui passe par la petite arc de triomphe, qui passe par l'obélisque à la grande arc de triomphe, qui finit avec la grande arche. Donc le soleil se lève où ce que vous avez la monarchie qui se lève, tout à fait normal, où ce qu'il y a l'ancien régime. En plein milieu, vous avez la résurrection de la République, et on va même plus loin. La République va jusqu'à la grande arche, pas l'arc, la grande arche, arche de Noé, où ce qu'on représente la résurrection. L'arche de Noé, l'homme qui a sauvé l'humanité. Un baptême collectif, hein. Vous savez très bien que l'eau a submergé jusqu'à je sais pas où, l'eau a commencé à bouillir, tout le monde était mort, il y a 8 rescapés, parce que 8 est le numéro de la résurrection, 7 jours, et le 8e jour est un nouveau jour. Et donc, vous avez la grande arche, qui est la représentation de la mondialisation. Donc, vous avez tous les multinationales qui se trouvent là. Donc, vous avez une course de soleil qui est complètement hystérique avec l'ancien régime, la résurrection à la République, jusqu'à le nouveau monde qui est les tours de Babel, parce que tout le monde se retrouve. Et on ne parle plus des langues différentes, on se retrouve tous ensemble à travailler pour les mêmes choses. Et c'est pas tout, l'obélisque se trouve aussi dans un axe nord-sud. Alors dans le nord, vous avez la Madeleine. La Madeleine était le lieu connu pour les conquêtes de Napoléon qu'il a perdu en, si je me trompe pas, en Russie. Et donc du coup la Madeleine est aussi très symbolique parce que Madeleine est bien sûr la représentation de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine est la dualité de Jésus-Christ, n'est pas le soleil, la lune, donc le côté nord. Et c'est aussi la courtisane, le mal, la guerre, etc. Donc la Madeleine se trouve au nord, donc le soleil ne frappe pas sur la Madeleine. Et de l'autre côté, côté sud, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est là où la République commence, parce que c'est là où on fait les votes de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a même une symbolique avec les courses de soleil. Ni plus ni moins que cela. C'est assez simple à comprendre. 3 petites anecdotes qui sont marrantes à raconter. J'en ai déjà raconté une sur le socle où ce que vous pouvez trouver les babouins qui étaient le socle d'origine qui vient de l'Égypte à la France mais qui était en érection. Donc cela vous pouvez toujours les retrouver dans le Louvre, dans les chambres de Charles X. Je les ai déjà vus et c'est assez rigolant et assez remarquable. Deuxième chose qui est assez remarquable aussi, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 8 statues autour de l'obélisque. Je vous ai raconté que c'est les Cybèles, mais les Cybèles se trouvent au-dessus d'une petite maison. Quand vous regardez la Cybèle, elle se trouve au-dessus d'une petite maison. Et oui, vous n'allez pas le croire, dans le 19e siècle, ou le 18e, je ne sais plus très bien, je crois que c'est le 19e, il y avait des gens qui vivaient là. On a eu plusieurs personnes qui vivaient dans les petites maisons qui se trouvent en dessous des statues. Et il y a une des statues, donc une des petites maisonnettes, où il y avait un certain Joseph Turgot, je crois que c'est la statuette de Nantes. Joseph Turgot vendait de la limonade et on a découvert, en fait, la police ne le croyait pas trop, vendre de la limonade là dans les sous-sols, c'est assez remarquable.
Et donc du coup la police est partie voir un peu ce qui se passe et ils ont découvert qu'en fait c'était un proxénète et en fait qu'on faisait de la prostitution. Donc on a dit la première fois à Joseph Turgot qu'il devait arrêter de faire ce qu'il fait. Il n'a pas écouté. Deuxième fois on est venu avec les huissiers. Vous pouvez vous imaginer devant la place de la Concorde la petite maisonnette qui se trouve en dessous de la Cybèle, des huissiers qui sont venus pour évacuer et pour enlever en fait Joseph Turgot qui faisait des choses avec des femmes légères. Et deuxième petite chose aussi qu'on peut vous raconter qui est assez rigolo, c'est que sur la gauche de l'île, à l'époque, on pouvait aller visiter les égouts de Paris qui allaient de la place de la Concorde jusqu'à la Madeleine. Voilà, ça c'est mon petite histoire. J'ai une dernière anecdote que j'ai oublié de vous raconter. Et si vous pouvez me raconter le mystère qui se trouve là-dedans, ça pourrait être vraiment sympathique. Tout à fait en haut de l'obélisque, vous avez un triangle en or qui a été posé par un architecte et qui est en or bien sûr en 18 carats. Et je voulais juste vous dire que le personnage qui l'a mis à l'intérieur a dit que en dessous de la petite coupole en or en triangle de 18 carats, il y a un mystère qui est très important pour la ville de Paris. Donc si vous savez qu'est-ce qui se trouve en dessous de petits triangles au-dessus de l'obélisque, laissez-moi le savoir. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce à l'air. Deuxième vidéo sera sur le mythe, carrément, je vais vous raconter le mythe de l'obélisque. Quelle est la vraie représentation, parce que je vous ai dit que c'est la résurrection. Je vous raconterai en détail le mythe d'Osiris, Isis et Seth. À bientôt, à la prochaine vidéo. J'étais très content de vous revoir. Passez bien, restez chez vous à la maison. Comme ça, bien sûr, par après, on peut profiter le plus vite possible pour sortir dans ces belles journées. À bientôt et à la prochaine. Au revoir.